Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux, le réseau TRIS, de vous accueillir pour ce 14e webinaire du réseau et le 5e consacré au cycle de conférences TRIS sur la taxonomie. Vous savez que nous organisons tous les 15 jours un webinaire consacré à une des 6 thématiques de la taxonomie. Nous sommes donc aujourd'hui à la 4e, qui est celle des pollutions et nuisances. Comme nous avons la chance d'avoir des speakers tout à fait intéressants et passionnants, comme vous allez pouvoir le constater, je ne ferai pas le point de droit oralement, je vous renvoie à la note que j'ai préparée sur ce point, de manière à ce que nos intervenants aient tout le temps de leur intervention. Voilà, et donc je donne, donc vous entendrez successivement le point de vue du chimiste, le point de vue de l'expert des risques, le point de vue du toxicologue et le point de vue du médecin autour de ce sujet pollution et nuisance. Voilà, donc je donne la parole sans plus tarder à Frédéric Poitou, expert judiciaire la Cour d'appel d'Aix et au niveau européen, expert chimiste, qui nous présentera le sujet et nous parlera plus précisément de la chimie verte, qui est une réponse qui s'intègre dans le cadre de la taxonomie européenne. Merci Corinne. Margot, est-ce que le diaporama est visible? Normalement, okay. Il doit l'être. Vous le voyez? Oui. Ok, si vous voyez, voilà, diaporama numéro 1. Donc, merci à Corinne Lepage de m'avoir proposé cette intervention, au cabinet Hulot Lepage de l'organiser et à Margot qui est en train de l'animer. Mon intervention sera courte, elle dure 5 minutes. Et avant de passer la parole à mes camarades Joël, Eric et Robin qui parleront des spécialités connexes à la mienne, je vais faire un petit rappel sur la taxonomie verte européenne. Donc, diapo suivante. Alors, la taxonomie verte, c'est un projet qui a initialement été présenté en 2018 dans le cadre du plan d'action pour une finance durable, puis qui a été défini en 2020 par le Parlement européen afin d'être mis en application partiellement début 2022 et en totalité début 2023. C'est un outil de classification d'activités économiques et de seuil de performance environnementale dont l'objectif est la promotion et la valorisation d'investissements économiques et financiers dans des activités respectueuses de l'environnement. Cette boussole environnementale a pour objectif de réorienter les investissements d'une liste d'activités économiques vers des activités plus respectueuses de l'environnement, en conformité avec les objectifs du Pacte vert pour l'Europe et les accords de Paris. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui nous permettent de se fixer les idées. Diapo suivante. L'Union européenne vise la neutralité climatique à horizon 2050. La taxonomie européenne fixe 6 objectifs environnementaux que je vais vous présenter en prenant en compte 7 macro-secteurs d'économie qui représentent dans leur ensemble 72 sous-activités économiques. Et au total, ça représente 93% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Pour mémoire, 25,8% des gaz à effet de serre rejetés dans l'Union européenne proviennent des transports aériens, 24% de l'énergie, 14% des ménages et des commerces, 11% de l'industrie et 10% de l'agriculture. Ce cadre concerne actuellement les entreprises de plus de 500 salariés. J'attire votre attention sur le fait qu'à la suite d'un lobbying forcené des représentations d'intérêt, le gaz et le nucléaire viennent d'être réintégrés dans ce classement. Ils ne le sont qu'en tant qu'énergie de transition et pas en tant qu'énergie renouvelable. Alors, que constitue le concept de taxonomie verte européenne? Slide suivante. C'est un outil de classification d'activités économiques et de seuil de performance qui va permettre aux entreprises qui pourront justifier de leur performance de bénéficier d'importants financements privés et publics via la Commission européenne. Les objectifs sont triples. Limiter à plus 1,5% du réchauffement climatique à l'horizon 2100 dans le cadre des accords de Paris. Éviter le greenwashing, qui est une tendance actuelle en Europe, et permettre aux organisations financières d'orienter leurs investissements vers des activités vertueuses en obligeant les entreprises à publier les informations sur leur bilan carbone.
Alors, quelles sont les dimensions à prendre en compte pour s'inscrire dans le cadre de la taxonomie verte européenne? Slide suivante. Donc, il y a 6 objectifs qui doivent être pris en compte. Atténuer le changement climatique, utiliser durablement et protéger les ressources aquatiques et marines, prévenir et contrôler la pollution, protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes, passer vers une économie circulaire et adapter notre modèle de société au changement climatique. On doit aussi respecter les 3 piliers du développement durable. Slide suivante. Le pilier social qui contient santé, éducation, habitat, emploi, lutte contre l'exclusion, équité et intergénération. Le pilier environnement qui consiste à économiser et préserver les ressources naturelles et évaluer les empreintes carbone. Et le pilier économique en développant un système durable et responsable pour créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Vous remarquerez qu'aux intersections de ces 3 cercles vertueux se trouvent des qualificatifs qui sont nécessaires mais pas suffisants et que seule l'intersection des 3 cercles rend durable. Alors, dans mon secteur d'activité, la taxonomie verte européenne se décline en chimie verte, ce qui nous amène à réfléchir à la notion de pollution et de nuisance. Slide suivante. Alors, pollution et nuisance. Slide suivante, voilà, chimie verte, la pollution et nuisance. La pollution chimique est une dégradation de l'environnement engendrée par des substances chimiques qui sont normalement absentes ou présentes à des concentrations naturellement plus faibles. La nuisance est un dommage environnemental qui ne présente pas d'impact toxicologique pour l'environnement ou pour les humains, mais qui induit une gêne pour les personnes qui la subissent. La nuisance est un critère qui n'est pas pris en compte dans la taxonomie verte européenne, alors que l'Agence européenne de l'environnement évalue à 10 000, ce qui est considérable, le nombre actuel de morts prématurées causées par le bruit. Les nuisances peuvent être sonores, olfactives ou visuelles. Alors, la notion de chimie nous impose, slide suivante, à considérer ce que sont les polluants chimiques. Les polluants chimiques entourent notre environnement, ce sont les plastifiants, ce sont les matières azotées et phosphorées, les détergents, les métaux, les hydrocarbures, les pesticides, les cosmétiques, les métaux lourds, les médicaments et toutes les substances à base de CFC. On les retrouve à tous les niveaux dans notre environnement et dans nos maisons. Alors, la chimie verte, qu'est-ce que c'est? Slide suivante. Eh bien, la chimie verte a pour but de concevoir et développer des produits et procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Par substances dangereuses, on induit danger physique, toxicologique ou environnemental. Elle repose sur ces 12 principes qui, globalement, sont des principes dans lesquels on cherche à économiser le nombre d'atomes qu'on utilise, à optimiser le bilan énergétique et à minimiser les rejets d'effluents et de solvants qu'on n'utilise pas. Alors, la question qui se pose est comment est-ce qu'on peut auditer une entreprise pour savoir si elle est éligible au label de taxonomie verte? Dans un premier temps, il faut vérifier si l'entreprise est concernée. Donc ça se vérifie simplement avec le code NAS. Ensuite, il faut vérifier si les critères d'éligibilité sont remplis. Actuellement, un de ces 6 critères doit être rempli sans impacter les 5 autres. Les critères de durabilité sont-ils assurés? Ça, c'est le 3e thème à vérifier. Les contributions substantielles sont-elles réalisées? À partir de 2023, la contribution concernera les 6 objectifs. Les garanties minimales sont-elles respectées en termes d'aspects sociaux, droit du travail et les principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales? Ensuite, il faut vérifier que les ratios financiers sont bien calculés. Il s'agit du CA durable, du CAPEX durable et de l'OPEX durable. Et en ce qui concerne la chimie verte, il faut faire ce qu'on appelle le bilan des étapes de synthèse, des atomes, de l'énergie, des solvants et de la recyclabilité. Ça, c'est un travail assez difficile. Mais la chimie verte, ce n'est pas qu'un concept, elle existe vraiment, je l'ai rencontrée, comme on dit, et je vais vous présenter, avant de terminer mon intervention, 3 exemples précis de chimie verte qui ont été mises en œuvre depuis quelques années en Europe et en France en particulier. Slide suivante. Je vais vous présenter la synthèse de l'ibuprofène, qui est un antidouleur que tout le monde connaît.
la synthèse d'un insecticide 100% naturel qui est produit par bioréacteur et l'utilisation d'un solvant propre, le CO2 supercritique, 3 exemples types de chimie verte. Alors en premier, le synthèse de l'ibuprofène. Alors cette synthèse, elle a une particularité, c'est que le procédé traditionnel utilise 6 étapes de synthèse, c'est-à-dire 6 étapes intermédiaires, et n'a que 40% de conversion atomique, c'est-à-dire que sur 100 atomes qu'on utilise, il n'y en a que 40 qui sont transformés en ibuprofène. Avec un procédé vert qui a été développé il y a quelques années, on n'utilise plus que 3 étapes de synthèse, et avec un catalyseur, on parvient à convertir 98% des atomes utilisés, c'est-à-dire que sur 100 atomes utilisés, 98 sont convertis en ibuprofène, ce qui est une véritable performance, parce que lorsque j'ai commencé mes études, on était plutôt aux alentours de 20 à 22%. Slide suivante. Alors voici une méthode de synthèse des spinosines. Les spinosines, ce sont des insecticides très puissants, totalement biodégradables, qu'on arrive maintenant à produire par bioréacteur grâce à une levure qu'on fait travailler et qui produit elle-même dans de l'eau à 37 degrés centigrades, cette molécule qui est un parfait exemple de chimie verte. Enfin, slide suivante et dernière slide, l'exemple du décaféiné que vous connaissez tous, qui avant était produit à l'aide de solvants très toxiques, notamment du tétrachlorure, qui extrayait la caféine du café, et maintenant qui est produit grâce à un solvant totalement naturel, qui est du CO2 dans un état un petit peu particulier, qui permet d'extraire la caféine et de ne relarguer dans l'atmosphère qu'un gaz qui est totalement inerte et non polluant. Voilà, j'ai terminé avec mon intervention. Je laisse la parole à mon camarade. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation intéressante et très concrète. On voit de quoi on parle, donc c'est tout à fait intéressant. On montre bien à quoi peut servir effectivement la taxonomie au plan de la chimie et des produits en général. Donc, je passe sans tarder la parole à Éric Branquet, qui est expert à la Cour d'appel de Paris, qui est chez Ecofield, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ecofield Consulting, tout à fait. Ecofield Consulting travaille sur un sujet qui est très important, dont il nous dira peut-être un mot, qui est les PFAS, les PFAS. Exact. Et pour réduire les polluants. Donc, je lui passe la parole. Merci Corinne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je vais vous parler au titre de cette taxonomie européenne et de son article 14 d'un point particulier qui vient d'être développé dans des solutions par Frédéric, du cas des PFAS, des composés poly et perfluorés carbonés, du fait de ce qu'ils peuvent apporter en tant que substance d'une part et de la problématique qu'ils génèrent en termes d'émissions et d'impact sur la santé. Et j'essaierai d'aborder aussi une problématique, puisqu'on le voit au point B, c'est pas simplement de réduire ces composés dès lors qu'ils ont une toxicité, mais c'est aussi d'évaluer quelles sont les méthodes de traitement qui existent et de voir si elles représentent elles-mêmes, ces méthodes, une toxicité. Alors, un bref tour d'horizon sur ce que sont ces composés poly et perfluorés. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'on les utilise de manière générale et qu'ils ont une présence quasi ubiquiste dans de nombreux biens de consommation, dans l'électronique, dans l'électroplaquage, dans les crèmes solaires, dans les mousses anti-incendie, dans les vêtements Gore-Tex. Et c'est lié à leurs caractéristiques, à leurs propriétés, parce qu'ils modifient la tension interfaciale entre un solide et un liquide ou entre deux liquides. Et s'ils sont utilisés, c'est parce qu'ils permettent notamment de prévenir, si on regarde cette photographie sur les avions, des casses moteurs, en tout cas de prolonger la durée de vie d'un certain nombre de moteurs. Je ne fais pas l'apologie de ces composés, mais j'explique à quoi ils servent. Alors malheureusement, ils sont aussi utilisés dans l'industrie pétrolière pour le fracturing. Et il y a des cas aujourd'hui qui sont assez célèbres, connus. J'ai eu la chance de rencontrer Rob Bilott à New York. Vous le savez qu'il y a une class action qui a été menée contre un producteur du pont de Nemours dans l'Ohio.
et qui a mené d'ailleurs à un dédommagement de plus de 670 millions d'euros. Il y a un cas de dollars, pardon. Il y a un cas qui est très connu en Europe, ou alors pas suffisamment éclairé, malheureusement, c'est le cas Miteni, où il y a des niveaux d'exposition qui sont jusqu'à 3 fois supérieurs à ce qui a été observé dans l'Ohio, dans les populations, dans le sang humain, et on a pu relever d'importantes prévalences de cancer de rein, de testicules, des polyavortements, des naissances prématurées. Donc on voit bien que ce sont des composés qui ont un retentissement important sur la santé. Alors, sans faire un cours de chimie rapidement, et je dirais que la grille à droite montre bien, puisque la taxonomie est la science des lois de la classification, sur ces 6000 composés, il y a besoin d'établir un classement. Et ce qui les rend particuliers, outre le fait qu'ils sont non naturels, strictement anthropiques, c'est cette liaison carbone-fluor qui leur confère des propriétés très particulières. Et parmi ces propriétés, c'est qu'ils sont particulièrement résistants thermiquement, résistants aux oxydations, et du coup leur confère une grande demi-vie. Qui parle demi-vie, bien donc parle de persistance, et malheureusement, ils sont aussi biocumulables. Vous avez deux structures qui sont présentées en bas du slide. Et en plus de cette persistance et de cette bioaccumulation, malheureusement, ils sont aussi toxiques. J'éclairerai sur cette toxicité avec de nombreuses voies d'exposition, mais essentiellement, c'est l'eau qui l'emporte, la consommation d'eau. Une toxicité immunologique qui, en cette période de pandémie, est assez malheureusement remarquable, dans le mauvais sens du terme, puisque dès 1 nanogramme, on observe un impact sur la production d'anticorps vaccinaux chez l'enfant, sachant qu'à un certain niveau, on voit baisser de plus de 50% la production d'anticorps chez l'enfant. Et malheureusement, ces composés favorisent aussi des cancers et liés à des processus assez complexes au niveau rénaux, ils sont réabsorbés, ce qui induit des durées de vie dans l'organisme supérieures à 5 ans, sachant qu'ils sont distribués essentiellement dans le sang, et le sang est le vecteur de la mise en contact avec l'ensemble des organes. Alors, les valeurs sont encore très en ébauche, dans la mesure où il y a une espèce d'émergence de cette problématique, quand bien même ces composés sont mis en œuvre depuis plus de 60 ans. Et on voit plutôt apparaître des valeurs guides. Il n'y a pas encore de valeurs strictement fixées. La directive cadre sur l'eau vient de s'attacher à fixer une valeur limite sur 20 composés, pour lesquels ces 20 composés, il y a une concentration de 100 nanogrammes par litre qui a été déterminée. Il y a pour la totalité des PFAS, et vous allez voir que sur 6000 composés, que veut dire la totalité des PFAS avec une valeur seuil de 500 nanogrammes. On voit que la réglementation dans un certain nombre de pays vise plutôt le PFOS et le PFOA qui sont juste deux composés. Par exemple, en Californie, on a des valeurs qui apparaissent maintenant à moins de 1 nanogramme par litre, voire le 10e de nanogramme par litre. La directive REACH, enfin la directive plus exactement REACH, souhaite aujourd'hui un projet de restriction de ces composés dans une gamme particulière de nombre de carbone. La Convention de Stockholm, qui avait d'ores et déjà listé 2 composés, souhaite maintenant inscrire plus de 2000 composés. Il semble que ce soit en préparation. Donc on voit qu'on a au niveau de la réglementation et de l'évolution de normes un mouvement qui s'opère sans que pour le moment il y ait encore un axe directeur bien ferme. Alors une fois qu'on a dit tout ça, mais quelle est la réalité finalement? Est-ce que c'est un vrai problème? Alors à l'issue d'un accident célèbre qu'il y a eu à Rouen à l'automne 2019, avec une société qui s'appelle Valgo et la mienne, Ecofield, nous avons mené une étude, je dirais qu'elle est unique, vous allez voir, parce qu'elle s'est faite en 2 phases en France. Alors nous sommes attachés sur de nombreux points de prélèvement dans la vallée de la Seine, mais dans la zone estuarienne, c'est-à-dire après le barrage de Pauce, à prélever tout un ensemble de matrices, des eaux souterraines, des eaux de surface, de très nombreux, plus de 100 échantillons, des sédiments, des végétaux, des planctons, des poissons. Nous avons mené une importante étude bibliographique sur les effets, notamment sur la santé, mais de manière assez générale. Plus de 300 articles ont été passés en revue. Nous avons mené donc des pêches scientifiques, pu comparer, puisque nous avions avisé l'Office de l'eau et de la biodiversité que nous menions cette étude. Elle nous a ouvert sa bibliothèque de poissons. Donc toujours est-il qu'on a pu mener une étude très complète. À ce moment-là, on avait mobilisé un pool analytique qui était assez restreint, environ 60 composés. Et ce qui ressort de cette étude, sans pouvoir entièrement la détailler,
si c'était nécessaire, je pourrais le faire à l'occasion d'une autre présentation. Eh bien, on a mis en évidence une contamination ubiquiste qui était liée à l'activité humaine et liée aussi à l'industrie, et surtout sur les nappes phréatiques. Et du coup, on s'est posé la question de ce risque, puisque je l'ai évoqué, une voie principale d'exposition de l'homme, c'est la consommation d'eau, d'un risque d'exposition et de santé publique. En collaborant avec la métropole, nous avons pu avoir accès aux différentes nappes phréatiques ainsi qu'aux sources qui alimentent l'agglomération. Nous avons pu prélever les sorties de stations de traitement, donc avant injection dans le réseau potable, les eaux, le réseau de canalisation, les réseaux d'eau usée. Nous avons pu faire des prélèvements chez des particuliers. J'expliquerai pas tous les blancs qu'on a pu mener pour éviter les cross-contaminations, puisque vous savez que on trouve ces composés y compris sur des crèmes solaires. Donc il a fallu s'assurer par des blancs de prélèvement, des blancs de transport, que nous n'avions pas de cross-contamination de nos échantillons. Et nous avons aussi, puisque je l'ai évoqué en préambule, quels sont les impacts éventuellement des traitements, de l'élimination des composés. Nous avons testé la station d'épuration Émeraude à Rouen. Alors, ce qui ressort, c'est assez spectaculaire, c'est qu'il y a une forte contamination dans le champ captant de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et la problématique de ce que j'appelle une forme de cécité analytique, lorsqu'on ne travaille qu'avec une liste fermée, prenons celle, par exemple, des 20 composés qui apparaissent depuis décembre dans la directive 4 sur l'eau, eh bien, vous ne voyez qu'une partie du problème. Et quand vous travaillez en approche analytique non ciblée, c'est-à-dire que vous regardez tout ce que peut avoir un échantillon sur cette famille de composés, eh bien, vous voyez apparaître des quantités de composés, des précurseurs, des composés de dégradation de ces molécules mères, et vous arrivez jusqu'à des totaux de composés dans un champ captant qui dépasse les 2500 nanogrammes par litre. Et donc, on arrive de surcroît, on a pu mettre en évidence des composés qui n'apparaissent pas dans les listes REACH. Donc, vous voyez qu'on est sur une problématique émergente, mais qui est immense. On a poursuivi notre étude dans les eaux de distribution. On a pu mettre en évidence, alors certes, des effets dilutifs, notamment sur la rive droite de la Seine, mais des concentrations nettement supérieures dans certains quartiers de la rive gauche, qui sont alimentés directement par la nappe sur Saint-Étienne-du-Rouvray, étant entendu que nous n'avons pas analysé sur certaines communes des points de distribution qui passent par des effets non dilutifs, ou dit autrement, qui sont alimentés directement par le champ captant de Saint-Étienne-du-Rouvray. On a mis en évidence des phénomènes assez complexes de réarrangement de ces molécules, de dégradation, de sorte que certains systèmes de traitement sont contre-productifs puisqu'ils dégradent des molécules longues en chaîne courte. Or, on a mis en évidence que plus elles sont courtes, plus leur absorption dans le tractus intestinal et donc vers leur absorption de l'être humain, dans l'être humain, était importante. Nous avons mené une évaluation de risque sanitaire. Or, malheureusement, il n'existe que 2 valeurs toxicologiques de référence sur le PFOS et le PFOA, et on atteint déjà des niveaux qui sont significatifs en termes de risque et qui ne sont pas pris en règle générale en compte dans les calculs d'exposition de l'être humain à la consommation de l'eau potable. Vous voyez qu'on arrive vraiment devant des situations très problématiques. Alors, concernant les eaux usées, notre surprise a aussi été importante puisque j'évoquais donc l'élimination. Le taux d'abattement d'une station d'épuration par rapport à celle d'Émeraude, à ses composés, elles sont clairement aveugles. Les systèmes de traitement sont aveugles puisqu'il n'y a un abattement que de 7%. Et nous nous sommes rendus compte que c'était le premier, finalement, les stations d'épuration étaient le premier contributeur de la pollution de la Seine, avec 15 kg de PFAS rejetés dans la Seine. Et il faut savoir que c'est essentiellement les eaux de lavage, puisque beaucoup de vêtements sont déperlants et ont été traités, j'évoquais le Gore-Tex en tant que marque en préambule, ont été traités par ces composés, se retrouvent dans les eaux de rejet. Et se pose une question de la gestion des boues, puisqu'une partie de ces PFAS sont captés par les boues, est captée, une partie, et se pose la question de leur usage, soit en épandage, avec un risque de transfert indirect vers les végétaux, soit en incinération, car, par exemple, le département de la défense américain a proscrit l'incinération de ces composés qui génèrent des gaz de combat qui sont inscrits au niveau de la Convention internationale des armes chimiques dans le tableau numéro 2. Donc, vous voyez qu'on est face à un problème majeur sur cette famille de composés. Alors, j'ai soulevé un certain nombre de questions, récapituler, puis soulever une question ou des questions dans ma conclusion. Donc, ce sont des composés qui présentent des caractéristiques physico-chimiques, sont utiles, vous l'avez compris, pour de larges applications,
Et notamment, ils permettent d'améliorer la durée de vie de nombreux objets de notre quotidien, y compris les moteurs, ceux des avions aussi. Mais ils sont persistants, bioaccumulables, toxiques, avec tous les corps que j'évoquais, d'effets sur l'immunologie, les métabolites, favorisent les cancers, et ils ont une présence qui est aujourd'hui ubiquiste dans l'environnement. J'ai rappelé un élément qui est très affolant, c'est le coût direct des pathologies par cancer qui est estimé à plus de 200 milliards d'euros en Europe en termes de soins pour 1,4 million de décès, près de 3 millions de cas de cancer, qui est inacceptable. Il n'y a pas là le coût lié que supportent les entreprises, ni les coûts psychologiques, et donc c'est devenu absolument insoutenable. Et la question, elle est la suivante. Par quel composé, je sais que Frédéric vient de l'évoquer sur la puissance de la chimie verte, mais par quel composé qui soit aussi performant, c'est-à-dire aussi résistant, notamment dans des conditions thermiques? Peut-on substituer les PFAS? À quel prix? Avec quel impact sur l'obsolescence technique? Parce que si les objets ont des durées de vie plus courtes, ils auront une incidence du fait qu'il faudra les renouveler plus souvent d'un point de vue environnemental. Et si on les substitue, quel sera l'impact sur l'environnement? Parce que malheureusement, on voit assez fréquemment des substances en substituer d'autres, mais pour autant, elles ont tout autant d'impact sur l'environnement et la santé. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Merci. Alors, merci Eric, c'était vraiment tout à fait intéressant, très concret aussi, parce que pour les décideurs, que ce soit les décideurs industriels ou les décideurs politiques, ce sont effectivement des choix qui sont très très difficiles. Mais on ne peut pas non plus laisser une eau totalement impropre à la consommation être consommée. C'est absolument pas acceptable. Voilà. Donc, par rapport aux règles de la taxonomie, je doute que les investissements dans le PFAS soient considérés comme des investissements durables. Robin Ménage est toxicologue au King's College de Londres. Il est je n'arrive pas à ce qu'on tu t'occupes d'éthique environnementale, sur l'éthique environnementale et le glyphosate. Voilà, je te donne bien volontiers la parole. Bonjour à tous, merci de m'accueillir au sein de ce séminaire. Je vais utiliser mon temps pour discuter du cas de la recherche. Et en utilisant le cas de la recherche, je vais parler de l'université. Parce que l'université n'est peut-être pas directement concernée par la taxonomie verte, mais je pense personnellement qu'elle devrait l'être. Parce que dans la plupart des cas, l'université se comporte comme une entreprise. Moi, je viens du monde anglo-saxon, j'ai travaillé pendant 8 ans donc, au King's College de Londres. Les universités anglo-saxonnes sont de plus en plus indépendantes et elles doivent rechercher donc des moyens financiers, souvent par des partenariats avec des entreprises privées. Et donc, cela fait qu'au final, il naît un intérêt financier et donc l'université commence à se comporter comme une entreprise. L'université au King's College de Londres, l'université dans laquelle je fais partie, a un chiffre d'affaires qui approche 1 milliard de livres par an et donc on peut tout à fait penser que les activités de cette entreprise, qui est une université mais aussi une entreprise, peuvent avoir des conséquences assez phénoménales sur l'environnement. Et je pense que l'université qui est celle que je connais anglo-saxonne, mais aussi l'université, par exemple en France ou en Europe en général, devrait s'affranchir du productivisme scientifique qui maintenant guide ses activités. La plupart des universités maintenant fonctionnent donc avec des partenariats avec des entreprises privées, ce qui apporte des moyens financiers, mais ce qui aussi fait une dépendance par rapport au secteur privé. Et donc, souvent, cette dépendance au secteur privé se fait aux dépens de l'environnement. Et je pense qu'il faudrait redéfinir donc les finalités du travail scientifique, que les chercheurs soient beaucoup plus libres de travailler sur les sujets qui les passionnent, sans pour autant qu'il y ait cette dépendance du secteur privé.
Si je peux prendre l'exemple du King's College pour un peu plus de détails, parce que on s'est rapidement rendu compte de l'impact assez phénoménal de nos activités de recherche. Et donc, pour aller vers une démarche un peu plus verte, il y a eu des comités qui ont été mis en place pour évaluer la durabilité environnementale et l'impact de nos méthodes. Au début, c'était vraiment juste des groupes d'étudiants et leur impact a été tel que c'est devenu un petit peu institutionnel et on a vu que, par exemple, en quelques semaines ou mois, les gens ont commencé à éteindre la lumière derrière eux, à éteindre les ordinateurs. Ça, c'est des choses qui sont vraiment assez basiques, mais qui sont assez importantes pour l'environnement. Et donc, on peut imaginer que l'université et ses pratiques pourraient être évaluées pour leur impact sur l'environnement comme une entreprise. Et pour ça, je pense que des comités évaluant la durabilité environnementale sont une première solution, mais je pense qu'il y a aussi un besoin d'une charte éthique pour que les chercheurs, comme les docteurs, fassent un serment, comme le serment d'Hippocrate, pour pouvoir jurer sur l'honneur que leurs activités ne seront pas employées à des fins de destruction ou alors des fins de manipulation de l'environnement. Et pour continuer sur mon exemple du King's College, nous sommes évalués tous les ans pour l'égalité des sexes et des genres. Et c'est quelque chose qui a complètement changé les pratiques dans l'université, complètement changé les pratiques de recrutement et les quotas femmes-hommes dans l'université. Et je pense que ce modèle pourrait aussi être employé pour évaluer les qualités environnementales des méthodes employées dans l'université. Si chaque université était évaluée pour son impact sur l'environnement tous les ans avec au final une donation par exemple ou des avantages parce que les universités qui auront plus d'impact sur l'environnement seraient pénalisées et celles qui auraient les pratiques les plus vertes pourraient être bénéficiaires, je pense que ça changerait les choses parce que j'ai vu que ça changeait les choses déjà pour un autre cas comme l'égalité des sexes. L'attribution des ressources financières est aussi un impact important, comme je vous le disais. Ça permettrait de rediriger les finalités du travail scientifique. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est prendre un petit peu le focus de la toxicologie, qui est mon domaine, et vous parler du cas du glyphosate. Le glyphosate, vous en avez sûrement tous entendu parler. C'est cet herbicide qui est utilisé depuis 40 ans, mais qui fait de plus en plus polémique parce que des agriculteurs et des ouvriers agricoles aux États-Unis ont commencé à attaquer l'entreprise Monsanto, qui est maintenant Bayer, parce qu'ils ont développé des cancers du sang, des lymphomes. On a vu aussi des impacts en France et en Europe avec les travaux vraiment très importants sur la réglementation des formulations de Roundup qui ont été menés par Madame Lepage. Et cela montre que un produit comme le glyphosate aurait dû être évalué avec beaucoup plus de recul. Et la toxicologie, qui est quelque chose qui a un impact vraiment très important sur l'environnement, parce qu'on est tous exposés à des produits chimiques, comme l'a rappelé Frédéric auparavant, la première chose serait d'évaluer la sûreté des produits dès le stade de la conception et de les tester très tôt. Si je continue sur le cas du glyphosate, le glyphosate est commercialisé depuis plus de 40 ans, mais c'est seulement depuis quelques années qu'on commence à s'apercevoir de ses effets toxiques. Le glyphosate a des effets clairs sur le microbiome intestinal, donc cette population de bactéries qui nous maintient en bonne santé à l'intérieur de notre intestin, et ces effets n'étaient pas du tout connus jusqu'à ce que je fasse une étude au King's College et qui montre que les perturbations induites par le glyphosate sur l'intestin de rats pourraient expliquer ces effets cancérogènes. Un autre exemple flagrant sur le glyphosate et la nécessité de tester tôt
pour éviter les conséquences sur l'environnement et la santé, c'est les formulations de glyphosate qui n'ont jamais été testées. Et donc, ces formulations, dans les années 70, elles ont été mises sur le marché sans test par facilité, parce que ça aurait été trop cher de toutes les tester à l'époque. Et sauf que l'on s'aperçoit maintenant que les coûts sont différents, ce n'est plus les coûts des tests, mais c'est les coûts des cancers. Et cette toxicologie, elle doit aussi devenir prédictive et s'affranchir de plus en plus de l'expérimentation animale. Le cas du glyphosate est aussi un exemple assez pertinent parce que si l'on regarde les tests qui ont été réalisés jusqu'à présent sur le glyphosate, il y a eu beaucoup d'études à long terme sur des rats, des groupes de 200 rats qui ont été exposés au glyphosate pendant 2 ans. Mais ces études n'ont rien montré parce que le glyphosate, ce n'est pas dans ces contextes-là qu'il est toxique. Et ces études ont été répétées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des études à long terme sur le glyphosate qui ont coûté la vie de centaines de rats pour rien, il y en a eu 14 qui ont un coût faramineux. Chacune de ces études, c'est des millions d'euros. Et pendant ce temps-là, le glyphosate a été continué à être utilisé de plus en plus sur les OGM, aussi en Europe pour sécher les céréales avant la culture. L'exposition humaine a augmenté et donc avec des coûts sur la société que l'on connaît parce que c'est les coûts des cancers, les coûts de ces lymphomes induits par le glyphosate. Ce qui m'amène à la nécessité d'éviter les expositions et c'est ce qui est relié avec cette sûreté dès le stade de la conception. On devrait avoir une évaluation réglementaire et toxicologique qui prend plus en compte ces coûts qui peuvent être indirects. Et ces coûts indirects, c'est les coûts qui sont souvent les plus importants, ces coûts sur l'environnement et sur la santé humaine. Quand on regarde le cas des perturbateurs endocriniens, c'est des centaines de milliards d'euros qui sont dépensés chaque année parce que les industriels n'ont pas évalué correctement ces produits avant leur commercialisation et on s'est retrouvé avec un cas où les produits ont eu des effets sur les populations humaines, ce qui est à chaque fois le cas. Et c'est après 10 ans ou 20 ans que l'on s'aperçoit que ces effets toxiques auraient pu être évalués et évités beaucoup plus tôt. Je vais finir par mon intervention par parler du besoin d'indépendance et de transparence parce que s'il y avait eu une indépendance et une transparence sur l'évaluation du glyphosate, on n'en serait pas là. Et cette indépendance et cette transparence, elle est nécessaire pas seulement pour le cas du glyphosate, mais sur tous les produits chimiques parce que à l'heure actuelle, le paradigme en place, c'est que le pollueur paie et donc les entreprises paient pour les tests sur leurs produits chimiques. Ça, c'est une bonne façon de faire les choses, mais le problème, c'est que ce sont ces entreprises qui font les tests toxicologiques et interprètent ces tests pour l'évaluation réglementaire. J'ai eu la chance de faire partie de panels d'experts pour les procès aux États-Unis contre Bayer dans le cas des cancers et j'ai pu réaliser en regardant ces échanges d'emails internes de l'entreprise Bayer, qui sont d'ailleurs publics maintenant, que certains de ces tests qui sont réalisés internes, d'une manière interne dans l'entreprise, ne voient jamais le jour et ne sont jamais publics parce qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Et c'est de nombreux tests sur le glyphosate qui ont été réalisés et qui n'ont jamais vu le jour. Et donc, c'est des coûts pour l'environnement et pour aussi la santé humaine. Ce qui nous amène à une solution très simple, ça serait d'enregistrer les tests à l'avance, comme c'est l'est fait pour les médicaments, afin que les résultats des tests toxicologiques ne soient pas cachés et que tout soit public. Il faudrait aussi que ces tests toxicologiques ne soient pas conduits par les entreprises elles-mêmes, mais par des équipes universitaires qui pourraient être sous la joute d'agences réglementaires comme l'ANR en France, et ce qui pourrait
amener à une indépendance et une évaluation beaucoup plus claire des effets toxiques. Je vous remercie et j'espère que je vous ai convaincu que l'université aussi et la recherche scientifique devraient faire partie de cette taxonomie verte parce qu'elle a aussi potentiellement un impact assez considérable sur la santé et l'environnement. Alors, cher Robin, je peux te répondre sur ce point. Si tu regardes l'acte délégué du 4 juin 2021 qui concerne le climat, et plus précisément la partie adaptation ou dérèglement climatique, tu verras que toutes les activités culturelles, de formation, de recherche sont incluses, au motif que sans la recherche et sans la culture, il sera absolument impossible de changer en réalité les manières de penser et par conséquent, on sera incapable de faire la transition. Donc oui, les activités de recherche, d'éducation entrent bien dans le champ de la taxonomie. La réponse est positive. Voilà. Merci en tout cas pour cette belle intervention. Et je passe donc la parole à notre dernier intervenant, Joël Spirou, docteur en médecine environnementale et responsable pédagogique de DUM. Tu nous diras ce que c'est que DUM. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, comment fait-on pour faire apparaître le PowerPoint? Vous cliquez en bas, tout en bas de votre écran, vous avez le symbole PowerPoint, taxonomie verte. Voilà, plus à gauche. À côté de GoToWebinar, plus à gauche. Non, de l'autre côté. Plus à gauche. Voilà, là, hop, vous êtes passé devant. Encore, vous décalez les deux icônes. Là? Dans l'autre sens. Pardon. Juste à côté. Juste à côté. Là? Voilà, cliquez. Ah ben voilà. C'est merveilleux. Vous voyez là donc? Oui. Bien. Ben, écoutez, merci Corinne d'avoir organisé cela. Merci Margot. Et puis bonjour et merci à mes collègues et à toutes les personnes qui nous regardent. Alors, la question santé dans le cadre de la taxonomie verte, eh bien, écoutez, on va ouvrir ça, voilà. On va passer. Alors, comment on fait pour avancer là? Attendez, bougez pas. On va passer au. Voilà, très bien. Là, ça va aller mieux. Alors, naturellement, je ne vais pas vous parler de l'impact des produits chimiques sur la santé, mais je vais vous poser la question de quoi parle-t-on quand on parle de santé? Eh bien, en fait, on parle de santé ou de soins. Eh bien, il s'avère que nous ne parlons que du soin, puisque on ne parle que du système de soins, c'est parce que le système de soins, c'est plus de 90% de la problématique de santé, à telle enseigne que, sans être provocateur, je dis toujours qu'on n'a pas de ministère de la santé, mais qu'on a un ministère du soin. Hein. Et ainsi, on peut donc parler de l'industrie du soin. Alors la question est de savoir, est-ce que l'industrie du soin est relevable de la taxonomie? Eh bien sûr. Par exemple, pour montrer un petit peu l'importance économique de l'industrie du soin, il suffit de regarder la part des dépenses de santé dans le PIB français, c'est 11,2%, c'est colossal du PIB. Et la part des dépenses de soins à proprement parler est de 9,2%. Vous voyez qu'il y a une petite part de santé. Hein. Je vous rappelle que la santé, c'est un état de bien-être physique, psychique, social, mais pas uniquement l'absence de maladie. Et que dans cette santé, il y a la prévention et on ne fait pas de prévention. Hein. Ça, c'est les statistiques de la Mutualité française 2021. Donc, c'est quelque chose tout à fait d'époque, si j'ose dire. Alors, de quoi se compose cette industrie du soin? Ben, d'abord, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD, l'industrie pharmaceutique et puis tous les professionnels de soins libéraux, ainsi que les petites structures, maisons de santé, etc. Alors, est-ce que cela relève de la taxonomie? Eh bien, au moins, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, en fonction de leur importance économique et l'industrie pharmaceutique, en relèvent bien évidemment. Alors, est-ce que ces structures de soins, en particulier les hôpitaux et les cliniques, rentrent dans les critères? Eh bien, se propose de dire oui, ça peut permettre
rejoint sur le réchauffement climatique et le CO2, atténuer le changement climatique, s'adapter au changement climatique, je ne suis pas sûr. Utiliser durablement et protéger les ressources aquatiques, je ne suis pas sûr. Faire la transition vers une économie circulaire, tout à fait. Puis prévenir et réduire la pollution, bien sûr. Protéger et restaurer la biodiversité, je ne suis pas persuadé. Donc, on a au moins dans cette problématique de l'industrie du soin, au moins 3 items qui nous permettent de dire que oui, ça relève bien de la taxonomie verte européenne. Ce qu'il faut rajouter quand je dis prévenir et réduire la pollution, ben oui, bien sûr, l'industrie du soin est très polluante et on va le voir. Alors, les structures de soins sont-elles conscientes de ce challenge? Eh bien, oui, puisqu'on voit des publications intéressantes sortir, et Ekelman en 2018, qui nous présente une étude émission environnementale du cycle de vie et dommages pour la santé du système de santé canadien, une analyse économique, environnementale, épidémiologique. Et elle nous montre quoi? Elle nous montre bien que, regardez, la contribution relative entre les différentes catégories. Et quand vous voyez entre le Canada, les USA, l'Australie, ce qui est entouré de pointillés, là, comme ça, c'est l'healthcare, gaz à effet de serre, c'est la production des gaz à effet de serre en fonction des différents pays. Donc, on voit déjà que là, il y a une économie d'échelle colossale à faire. Je n'ai pas le temps de tout détailler cette publication, mais une économie d'échelle colossale à faire concernant la diminution de production de gaz à effet de serre. Une autre comment dirais-je, publication de Wu et al. 2019, empreinte carbone du système de santé chinois, 2 points, une étude d'analyse des entrées-sorties et de la trajectoire structurelle étendue à l'environnement, c'est sorti dans The Lancet Planète Santé en 2019. Voilà. Alors, juste pour avoir une idée, vous voyez par exemple, en rouge, là, ça vous montre l'importance en millions de tonnes là, de carbone des institutions médicales. Ça, c'est en haut, en bleu, c'est la construction, les hôpitaux, etc. L'administration, la recherche, très peu. Et puis comment dirais-je, les sources qui ne sont pas pharmaceutiques, qui ne sont pas d'origine hospitalière. Voilà, donc vous voyez que c'est important, on s'en occupe. La conclusion de l'étude, c'est nécessité d'un objectif national de réduction et d'utilisation d'alternatives à faible émission de carbone. Donc, effectivement, et la dernière que je peux vous montrer, c'est Ekelman encore en 2020, pollution des soins de santé et dommages à la santé publique aux États-Unis, une mise à jour. Eh bien, qu'est-ce que nous dit cette publication? Les émissions de gaz à effet de serre des soins de santé aux États-Unis ont augmenté de 6% en 2010, entre 2010 et 2018, c'est-à-dire en 8 ans, atteignant 1700 kilos par habitant en 2018, le taux le plus élevé parmi les pays industrialisés. Conclusion, l'empreinte environnementale démesurée du secteur de soins de santé peut être réduite sans compromettre la qualité des soins, ce qui est fondamental, puisque vous savez que dans les soins, notre credo, c'est primum non nocere, c'est-à-dire surtout ne pas nuire. Et quel que soit à la fois l'amont des soins, les soins et l'aval des soins. Solution, réduire la consommation inutile de ressources, décarboner la production d'électricité, investir dans les soins préventifs. Et oui, bien sûr, vous l'avez remarqué, nous ne faisons pas de prévention, que ce soit dans le domaine chimique, que ce soit dans le domaine bactériologique, que ce soit dans le domaine physique avec le réchauffement climatique, avec les rayonnements ionisants et avec les microparticules et les nanoparticules, on ne fait pas de prévention. Alors, on va arriver à la notion d'éco-conception du soin, une nécessité, mais aussi un défi pour les professionnels de santé. D'abord, soyons clairs, éco-concevoir les soins, c'est maîtriser l'empreinte écologique et énergétique des soins. Donc, vous voyez, c'est un domaine, comme auraient dit certains ou certaines, une vastitude colossale. C'est aussi identifier les lieux, les techniques, les matériels, ainsi que les produits utilisés et analyser leurs impacts, ainsi que leur cycle de vie. Éco-concevoir les soins, c'est assurer aujourd'hui une médecine de qualité à moindre impact environnemental, mais aussi garantir une santé préservée pour les générations futures. Donc, vous voyez, c'est un challenge sur le monde médical colossal et on en est encore très très loin, même si, par exemple, des structures comme la Fédération hospitalière de France, qui regroupe à peu près
70% des grands hôpitaux commencent à s'intéresser à ça et produit des aides, etc. pour y arriver. Alors, l'éco-responsabilité à l'hôpital, un enjeu de santé publique, ben, vous avez bien compris, oui, pourquoi. Que cela va nécessiter donc d'accompagner la rénovation et la conception des bâtiments écologiques efficaces sur le plan énergétique, de développer l'efficacité énergétique en repensant la production à la gestion des énergies, d'améliorer la gestion des déchets, limiter leur production et encourager l'économie circulaire, de favoriser les achats responsables ainsi que l'approvisionnement en circuit court. Et le dernier point, favoriser pour le personnel et pour tous les transports de matériaux, matériels, produits, etc., les mobilités les plus douces et les plus propres, hein, c'est-à-dire générant le moins, par exemple, de gaz à effet de serre, de pollution en termes de nanoparticules, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'hôpital et les cliniques et l'industrie du soin a besoin de faire attention. Alors, naturellement, deuxième acteur, c'est l'industrie pharmaceutique hein, qui entre dans le cadre de la taxonomie, mais je ne peux pas me permettre d'en parler puisque j'en fais pas partie et c'est une question vraiment importante. Je rappelle brièvement quand même que l'on retrouve d'importants résidus de médicaments dans l'eau, les écosystèmes et qu'un comité de pilotage national sur les résidus de médicaments dans l'eau fut mis en place par mesdames Bachelot et Joanneau le 23 novembre 2009. Juste après une publication d'une très belle étude faite à Rouen. Hein. J'étais alors président du conseil de la commission santé-environnement de l'Union régionale des médecins libéraux de Rouen et j'avais mis en place, grâce à un toxicologue, un professeur de toxicologie et un professeur de pharmacologie, une étude sur les résidus de médicaments dans l'eau. Et cette étude-là a donné l'occasion de 3 publications pour montrer, grosso modo, qu'on avait testé au long cours, avec des préleveurs asservis au flux, 25 molécules médicamenteuses à la sortie, à l'entrée, au milieu et à la sortie du CHU, à l'entrée de la station, au milieu de la station d'épuration et à la sortie. Et on avait montré qu'il y avait 200 de mémoire, 295 kilos de ces molécules qui rentraient par an dans la station et qu'il y avait 290 kilos qui sortaient dans la Seine, ce qui corrobore bien ce que nous a dit notre ami Eric tout à l'heure sur les stations d'épuration qui sont des passoires, mais elles n'ont pas été conçues non plus pour retenir ce type de molécules. Et puis, ça a été suivi par le lancement du plan national de résidus de médicaments le 30 mai 2011 par Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai fait partie pendant quelques années des commissions de ce plan. Bon, les cabinets médicaux et les petites structures de soins qui ne relèvent pas pour l'instant de la taxonomie verte, je précise, eh bien, ils sont de plus en plus attirés vers des cabinets, comment dirais-je, durables, hein, faire un petit peu comme pour les crèches bio, comment dirais-je, des cabinets bio pour montrer un petit peu que le corps médical montre l'exemple aussi dans cette problématique-là. Voilà. Alors, en conclusion, je viens de vous brosser rapidement le vaste domaine à développer, l'immense travail à effectuer et d'une façon urgente. Cela dit, hein, je veux attirer votre attention sur le fait que l'industrie du soin est une industrie tout à fait particulière et singulière, car elle n'existe que du fait de l'impact des pollutions que nous subissons au quotidien et qui provoquent nos pathologies aiguës et chroniques et qui sont, pour 90% d'entre elles, des pathologies environnementales, donc causées par les facteurs environnementaux. Donc ça, il faut quand même bien prendre soin, c'est la seule industrie qui soit de ce type-là. Voilà, donc la conclusion finale, c'est la mise en place d'une hygiène chimique ainsi qu'une réelle prévention est un impératif pour le 21e siècle. Et je rajoute, pour aller dans le sens de Robin, qu'il va falloir revoir entièrement la toxicologie réglementaire, car cette toxicologie réglementaire n'est pas apte à nous protéger, sinon ça se verrait. Eh bien, je vous remercie. Merci Joël. Alors, il nous reste que quelques petites secondes pour des questions. Je ne sais pas si on en a ou pas, Margot. Je voulais simplement dire dans la suite de ce que Joël vient de dire sur la toxicologie réglementaire que vous verrez dans le petit document résumé que j'ai fait de l'état des lieux.
juridique actuel concernant ce sujet, car nous sommes dans l'attente d'un acte délégué qui devrait sortir incessamment sous peu, qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira de toute façon avant la fin de l'année 2022, pour bien préciser, en dehors des considérations sur le climat, les différents types d'activités qui sont concernés par les 4 objectifs que sont économie circulaire, protection des milieux marins et de l'eau, protection de la biodiversité et des milieux, et lutte contre les pollutions et les prévention et réduction de la pollution. Mais vous verrez dans le petit document que je mets à votre disposition que déjà ne peut pas être considérée comme une activité verte, une activité qui non seulement augmente la pollution, mais qui de surcroît ne respecte pas les normes, voire qui n'est pas inférieur aux normes pour atteindre les meilleures techniques disponibles. Alors, ce n'est pas encore un changement dans la toxicologie réglementaire, mais enfin, c'est déjà un progrès. Ça, c'est sur l'aspect versus négatif de tous ces objectifs, puisque, comme l'a rappelé opportunément Frédéric au début de son intervention, pour qu'une activité ou un investissement soit durable, il faut qu'il entre dans une des 6 catégories et qu'il ne nuise pas de manière importante à une ou à plusieurs des 5 autres. Voilà. Donc, on a cette disposition et pour le reste, vous verrez les textes qui sont concernés. Est-ce que, Margot, nous avons des questions? Nous avons une question. Qu'en est-il aujourd'hui des politiques publiques pour la diminution de l'impact environnemental du soin? Joël, ça. J'ai pas vraiment compris. Est-ce que vous pouvez répéter, Margot, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Existe-t-il aujourd'hui des politiques publiques pour diminuer l'impact environnemental des soins? À ma connaissance, non. Voilà, c'est une réponse rapide. Oui, c'est une réponse rapide et tristement rapide. Lapidaire. Y a-t-il d'autres questions? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Est-ce que, messieurs, vous avez entre vous une question à vous poser avant de clore ce webinaire? Non? Les documents sont à disposition de tout le monde. Hein. Oui, absolument. Donc, c'est ce que je voulais dire. Tous les documents qui ont été, je vous remercie les intervenants d'avoir pris soin, chacun de faire un document, parce que nous allons, à la fin de cette série donc, de 8 webinaires que nous aurons fait, faire un petit document sous l'égide du réseautrice qui réunira toutes les contributions de tous ceux qui sont intervenus au cours de nos webinaires. Ce webinaire est également susceptible de replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, je vous donne rendez-vous pour dans 15 jours pour notre prochain webinaire qui sera consacré, Margot, c'est à l'eau, je crois? À la biodiversité. Alors, à la biodiversité. Voilà, il nous restera la biodiversité et les milieux, et ensuite les milieux marins, et nous terminerons par la finance. Voilà, très bon appétit. Merci de votre participation et à très vite. Merci à vous tous. J'ai été content de vous rencontrer, surtout de revoir Robin. Voilà. À très bientôt. Au revoir.